Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, suite de notre petite analyse des 4 positions qui opposent actuellement les forces du changement sur la question des inscriptions sur les listes électorales. La position des participationnistes qui pensent qu'il faut massivement participer à toutes les élections en 2025. La position des transitionnistes qui pensent qu'il faut plutôt boycotter et exiger la transition avec un gouvernement de transition. La position des réconciliationnistes qui pensent qu'il faut boycotter mais mettre sur pied une commission nationale vérité et réconciliation qui va d'abord rassembler les Camerounais, aplanir les tensions et les crises et refaire aussi l'État avant de penser à une élection crédible. Enfin, la position des révoltistes populaires qui pensent que la seule alternative pour évincer les gars du 6 novembre qui sont là depuis 42 ans, c'est la rue. Le reste, c'est coup d'épée dans l'eau. C'est ce qu'on a présenté vendredi dernier. Mais ce matin, comme promis, explorons les forces et les faiblesses de chacune des tendances. Commençons par les révoltistes populaires. Leur approche insurrectionnelle est un vrai chaos pour les gens du 6 novembre. Aucune dictature ne peut résister à la rue, aucune armée. Donc cette option, c'est le chaos rapide. Seulement, le problème de la faisabilité se pose en l'état. Il faut un peuple courageux avec des meneurs sacrificiels et une unité sociopolitique du peuple. Les Camerounais des 58 départements du pays, les Camerounais des 360 communes du pays et les Camerounais des plus de 250 ethnies en l'état présentent-ils des prédispositions des gens qui veulent prendre ce genre de risque avec toute la punition qu'ils subissent depuis et digèrent tout de même au calme? Peut-on vraiment s'asseoir et compter sur eux pour la réussite d'un tel projet? Y a-t-il des meneurs sacrificiels au Cameroun? Les leaders de l'opposition même qui pensent qu'il ne faut pas s'inscrire car ce n'est que la rue qu'il faut, eux-mêmes sont-ils prêts à être ces meneurs sacrificiels? Revendiquent-ils déjà un leadership sacrificiel ou ils veulent que les autres qui ne veulent pas ça sortent d'abord pendant qu'ils les guetteront par la fenêtre souhaitant eux voir leurs enfants grandir? Et en attendant même que ça arrive, on fait comment? Voilà des questions qui déséquilibrent un peu la faisabilité de la position des révoltistes populaires. En plus, depuis la dernière élection présidentielle, on ne les voit pas sur le terrain, dans les médias pour défendre leur position. Avant même la grosse campagne actuelle des inscriptions, on ne les voyait pas sur le terrain pour séduire les Camerounais avec leur offre de la rue. On ne les sent pas du tout, même maintenant. On peut aussi comprendre que c'est une offre que Yaoundé ne peut jamais laisser se vendre, disons publiquement. Mais cela ne justifie pas quand même la mollesse de ces tenanciers qui doivent savoir que lorsqu'on est porteur d'un projet qui nécessite un courage sacrificiel, on ne se cache pas, du moins, on ne se cache pas trop, ne serait-ce que pour dire au peuple qu'on veut voir dans la rue que nous-mêmes, nous sommes d'abord capables, nous sommes des sacrifiés. Maintenant, parlons des forces et des faiblesses des réconciliationnistes. La force de cette tendance est dans sa posture conciliante qui offre une sortie douce aux gens du 6 novembre qui ont toujours eu peur de l'après-pouvoir en cas de perte de pouvoir, ce qui les amène généralement à s'accrocher, étant conscients de l'oppression et de la répression menée contre le peuple et les opposants. Ils se disent, s'ils perdent le pouvoir aujourd'hui, ils sont cuits. Il y aura reddition des comptes, c'est-à-dire le nouveau pouvoir va leur demander de restituer les maisons, les voitures, les terrains, l'argent accumulé grâce au vol et à l'appauvrissement des caisses de l'État et du peuple. Ils se disent, beaucoup d'entre eux iront en prison ou en exil. D'autres pourront piquer des crises cardiaques ou se suicider parce qu'ils ne supporteront pas la nouvelle vie sans privilèges, sans pouvoir et surtout avec des tracasseries de la reddition des comptes. Du coup, il faut faire le moraouaou, c'est-à-dire la lutte à mort pour rester éternellement au pouvoir. Méprisant ces rancœurs qui sont par ailleurs à l'origine de la crise anglophone, tout le monde est radical, nerveux et dans un tel climat pour les réconciliationnistes, aucune élection n'est possible. Ils proposent donc une option d'accalmie, de vérité, de réconciliation et de refonte consensuelle de l'État. Cette option, c'est la commission vérité et réconciliation. Et comme forme d'imposition, c'est-à-dire le comment contraindre le régime à accepter une telle commission, les réconciliationnistes comptent sur le boycott collectif des élections par tous les opposants, ne serait-ce que les plus affirmés,
qui, avec les cadres de la société civile confirmés, des religieux et des chefs traditionnels du changement aussi, au travers d'une déclaration publique, vont envoyer une sommation aux gens du 6 novembre, du genre pas d'élection s'il n'y a pas d'abord une opération nationale vérité et réconciliation, et bloquer comme ça la participation de toute l'opposition aux prochaines élections. Nous pensons aussi que cette option peut filer le chaos rapide au gars de 82. Mais il y a quelques questions dont la réponse préalable peut laisser songeur. Entre autres, pourquoi depuis la dernière élection, les porteurs de ce projet ne travaillent pas dans sa vulgarisation? Aussi, est-il possible d'avoir toutes les forces vives de l'opposition unies derrière le boycott avec tous ces collabos du régime qu'on retrouve dans l'opposition? Vous boycottez tous et après derrière, ils partent participer. Et si Yaoundé cède, mais organise un simulacre de réconciliation comme il le fait souvent dans toutes ses assises d'apaisement où il roule toujours les gens dans la farine, on fait comment? Autre question, est-ce que les orgueilleux et les pédants qui dominent l'ogre de 82 qu'on voit là sont vraiment prêts à dire la vérité un jour, à reconnaître leur tort, à s'entendre avec le peuple, se réconcilier? Ces orgueilleux qui savent qu'ils contrôlent la finance, l'armée, la justice, le maintien de l'ogre et tous les tribalistes du pays, soutenus par des puissances étrangères qui pillent allègrement le pays. Est-ce que ces gens ont vraiment l'air des gens qui peuvent lâcher quelque chose s'ils ne se sentent pas vraiment défaits et après épuisement? En tout cas, rendez-vous demain pour la suite avec les forces et les faiblesses des transitionnistes et des participationnistes. Agréable journée à vous tous. Alors, merci Aristide. Les révolutionnistes, la communauté anglophone en a goûté. Et lorsque vous comprenez, on parle de l'Ambazonie. C'était effectivement ce projet-là. Jusqu'ici, on compte 6000 morts. Et puis, des centaines de déplacés. Vous allez dans des pays comme les États-Unis, vous voyez, ou bien le Canada, la Grande-Bretagne. Vous voyez le nombre d'anglophones qui sont là-bas, même le Nigeria voisin. Vous comprenez l'effet d'une révolution qui est mal préparée. Et comme Aristide a dit, ceux qui activent ce levier-là, pourquoi ils ne sont pas sur le terrain pour mobiliser? Dame Kawala, parce qu'elle a été constante en disant qu'il faut qu'on s'enligne derrière elle. On parle de Douala à Yaoundé, directement, pour aller entrer à Itouti, pour le chassement. Vous voyez même la façon qu'elle présente l'idée, fait en sorte qu'on ne la prend pas au sérieux. On fait comment pour marcher de Douala à Yaoundé? Ce sont des choses peu sérieux. Elle-même, en premier chef d'orchestre, on la voit difficilement. C'est vrai, par le passé, elle a lancé quelques tentatives, même jusqu'à Yaoundé. Mais le tout n'est pas de faire des simulacres, comme Aristide a dit, que le régime de 82 espère en fait semblant de résoudre les problèmes, mais rester campé sur sa position. La preuve en est, par exemple, le grand dialogue national, la tripartite. Toutes les concertations nationales qui ont eu lieu lors de 82 a toujours réussi à vendre la poudre à ses participants. Parce que les décisions qui sont prises par la suite, le décret d'application ne vient jamais. Donc vous aurez compris là que la deuxième catégorie, les réconciliateurs, ceux qui pensent qu'il faut avoir une assise. C'est Edmond Kangaye qui disait sur le plateau de droit de réponse qu'en Afrique du Sud, il a fallu que Nelson Mandela puisse accéder au pouvoir avant de permettre à Desmond Tutu d'être le président de la commission de vérité et de la réconciliation. Parce que si au Cameroun, un leader n'accède pas au pouvoir, du moins pour nous, c'est Maurice Kamto n'accède pas au pouvoir, il serait difficile d'imaginer que l'ordre de 82 se lève du jour au lendemain et accorde une assise sur le nom de réconciliation et de vérité. Et Aristide Mono n'a pas tort de dire si l'article 66 de la Constitution peine à avoir son décret de le pouvoir, plus ou moins se déclarer leur bien. Si on n'a pas eu cela, au bout de 42 ans d'exercice déjà à la magistrature suprême de M. Diapol, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est à l'aube de son 8e septennat qu'il va céder à ces caprices-là? Écoutez, à 42 ans, un leadership cherche à se maintenir. Et même si les signes de fatigue s'observent ici et là, même si on observe qu'il y a panique, il faut dire qu'il y en a des jusqu'au bout, qui vont aller jusqu'à la dernière
derniers essais jusqu'à ce qu'ils seront convaincus que le pouvoir est complètement perdu. J'aime toujours prendre le cas de Zaïre, Congo Zaïre, où on avait Mobutu, qui à fur et à mesure perdait le pouvoir, mais restait accroché jusqu'à ce que la capitale soit perdue. Il aurait fallu que beaucoup de Congolais à cette époque, les Zaïrois, puissent mourir. Et je me rappelle, c'est Nelson Mandela qui avait fait la paix en lui demandant de céder le pouvoir et d'aller en exil. Est-ce que M. Biya aimerait sortir de cette porte-là? Eh bien, il en a nommé des hommes aussi forts pour lui permettre de finir ses séjours, peut-être à la tête de l'État, pendant que ces administrateurs-là puissent contraindre tous ceux qui ont l'intention de mobiliser le peuple à d'autres fins que les élections, qui est gagné d'avance par la coalition Conseil constitutionnel ELECA RDPC. Eh bien, le son de cloche qui nous vient, Aristide nous promet que c'est demain qui va parler des transitionnistes, mais surtout de ceux qui prônent le changement. Donc, à mon tour de vous donner rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici à là, ne l'oubliez jamais, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.